Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est une légende. Quadruple champion du monde, triple champion olympique, quadruple champion d'Europe, 61 fois titré en club. Son palmarès est inégalé. Tout jeune retiré des parquets internationaux, après plus de 20 ans de carrière et 364 sélections, il a écrit les plus belles pages du handball français et mondial. Bonjour Nicolas Karabatic. Bonjour. Tout à l'heure, avant de commencer, tu m'as dit « ça y est, je suis une légende, j'ai reçu le trophée ». Mais quand on a 20 ans de carrière et autant de titres, parce que là j'ai juste énuméré, mais est-ce qu'il y a un moment donné où on se rend compte de ce qu'on est en train de faire ? Bon, alors je disais ça en rigolant parce que j'ai reçu le trophée hier soir aux Awards du Sportel, donc ça y est, je suis intronisé, mais c'était une petite touche d'humour. Pendant ma carrière, j'ai toujours eu cette volonté profonde d'être le meilleur dans tout ce que je faisais, de marquer l'histoire de mon sport et d'essayer aussi de marquer l'histoire du sport français, de rentrer dans le sport français en tant que handballeur. Et ça a été une puissante motivation, mais à chaque fois que j'atteignais un titre et que je montais un échelon dans mon palmarès et dans cette ascension vers le rang de légende, j'essayais de pas me retourner sur ce que je faisais parce que ça pouvait très vite peut-être baisser ma motivation, me dire ça y est, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà atteint ça, maintenant j'ai juste à surfer là-dessus. Et non, moi je voulais toujours aller plus loin, aller le plus loin possible vers cette quête infinie du palmarès et de la victoire et de la soif de titre. Parce que c'est ça que tu dis, et c'était un peu mon idée, c'était comment on garde la motivation, parce que très vite tu te rends compte, parce que j'ai lu quelque part que tu as fait ton premier match de pro à 17 ans, donc c'est jeune quand même. Oui, et tu sens que ça marche, parce que est-ce que tu t'en rends compte sur le terrain que ça fonctionne, que tu apportes quelque chose, que tu le sens quand même ou pas ? J'ai senti très tôt, déjà vers 10 ans, qu'il y avait quelque chose de différent en moi. T'étais déjà plus grand que les autres ? Oui, physiquement plus grand que les autres, mais surtout très en avance, toujours en avance, à jouer avec les enfants qui avaient 2, 3, 4 ans de plus que moi. T'étais surclassé. Et toujours surclassé. Et donc quand j'étais enfant, pour moi c'était presque mathématique. Je suis surclassé à 10 ans, donc quand je serai grand, ce sera facile. Et donc j'ai très tôt, je me souviens d'interviews quand j'avais 10-12 ans où je disais je veux être le meilleur au monde, mais c'était pas à cette époque-là de l'arrogance, c'était plus une certitude. Après quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que en fait c'est pas si facile que ça, mais malgré tout s'est enchaîné incroyablement vite pour moi. 17 ans, premier match pro, 18 ans, rentré en équipe de France. Ça, tu entres en équipe de France hyper tôt, 19 ans, gagné avec des champions avec Montpellier, je mets 11 buts en finale aller contre Pampelune. Une ascension fulgurante, très précoce, où je me dis c'est fou, j'atteins mes rêves mais à une vitesse très vite. Et à 22 ans, j'ai gagné avec des champions, j'ai déjà été champion d'Europe avec l'équipe de France, on vient de gagner les Jeux Olympiques, je viens d'être élu meilleur joueur au monde et on gagne les championnats du monde. Donc à 22, 23 ans, j'ai atteint... j'ai gagné tout ce qui pouvait se gagner sur la scène internationale. Et là, c'est soit tu te fixes des nouveaux objectifs et tu vas vers l'avant, soit à 22 ans, t'arrêtes. Et moi, j'avais pas du tout envie d'arrêter. J'avais envie j'atteignais des sommets, j'avais tout qui s'ouvrait devant moi. Donc j'avais envie de continuer de marquer mon sport, le sport français, de continuer aussi d'inscrire le handball et de le faire sortir un peu de son pseudo-anonymat. Les Barjots, la génération avant moi, avait contribué à sortir le handball un peu des préaux. Et là, nous, on avait l'occasion, avec nos victoires, d'installer le handball comme un sport qui compte en France. Donc ça me motivait aussi pas mal. Tu es de la même génération, on va dire, que Nadal et Federer. Vous avez presque le même âge, à 2-3 ans près. Trois athlètes comme ça, en même temps, de la même génération, qui marquaient votre sport. 20 ans et autant de titres. Est-ce que tu penses que ça peut continuer ? Parce que derrière, on se pose la question, on se dit, derrière Federer et Nadal, la next-gen, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu penses que dans le hand, ça peut continuer d'arriver ? Bien sûr, je pense que
ça peut continuer d'arriver. Je sais qu'avec mes équipes et l'équipe de France, moi aussi individuellement à travers mon palmarès, on a fixé la barre très très haute. Et c'est aussi le jeu quand tu es sportif, tu veux être tout là-haut, mais tu sais que peut-être un jour on te dépassera. Et c'est le jeu. Mais regarde Nadal et Federer, Djokovic les a dépassés. C'est vrai. Et dans un autre style, mais il les a dépassés. Donc tout est toujours possible. Et moi, les carrières de ces joueurs, de ces sportifs-là, dans d'autres sports, m'ont toujours aussi inspiré, m'ont poussé à essayer d'être leur égal, mais dans un autre sport, et de m'inscrire comme eux dans la légende de mon sport et du sport en général. Quand j'étais en France, je regardais, je voulais être aussi, quand j'étais jeune, l'égal de Tony Parker, de Zidane, de Riner, de Fourcade, d'Estanguet, de Marie-Jo, parce que ce sont des sportifs qui m'ont inspiré et j'ai voulu aussi et qui m'ont apporté cette envie de me dépasser, d'aller toujours plus loin, de rentrer dans l'histoire pas que du handball mais du sport aussi, et d'être à leur niveau, au moins sur les médailles olympiques. Ça, on avait un modèle de comparaison. Donc moi j'ai toujours trouvé ça très inspirant, ces athlètes qui se dépassaient, qui allaient toujours plus loin, et je me suis rendu compte que ça inspirait beaucoup de monde autour, et pas que des jeunes enfants. C'est quoi le plus difficile pour tenir ? Est-ce que c'est physique ou mental ? Ou est-ce que c'est un peu des deux ? Alors, non, pour moi c'est les deux, et les deux sont liés, parce que le physique a un impact sur le mental, et le mental a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on pense sur le physique. Et j'ai toujours essayé. Tu t'es engagé là-dedans, d'ailleurs, sur la santé mentale, c'est un point qui je me suis rendu compte que la santé mentale, je m'en suis pas que rendu compte, j'ai vu que c'était décrété grande cause nationale, que la santé mentale, on commençait à beaucoup en parler aujourd'hui, et pas que dans le sport. Il y avait beaucoup de sportifs et de sportifs qui s'ouvraient là-dessus, sur leurs difficultés à gérer la pression, leur vie, la vie après l'échec, la vie après même la réussite, et que la santé mentale, je me suis rendu compte aussi en intervenant en entreprise, en parlant avec des fondateurs de start-up, parlant avec des jeunes, que c'était très important, et que tout le monde avait beaucoup de problèmes mentaux, et de problèmes à avoir un peu de recul sur ce qu'ils faisaient, de bien appréhender leur vie, et que c'était paradoxal aujourd'hui à notre époque où on avait tout le confort nécessaire d'être en aussi mauvaise santé mentale. C'est pas si simple, parce que par exemple, alors tu vas me dire peut-être que c'est pas ça, mais moi j'ai cette idée dans ta carrière de cette blessure juste avant les JO de Paris, enfin juste avant, un an avant, ou un an et demi je crois. C'est une blessure assez grave. Et sur le moment, je me souviens d'avoir discuté avec des gens autour de moi qui aiment le hand, en leur disant: est-ce que vous pensez qu'il va revenir ? Est-ce que ça a été un moment où tu as aussi, où tu t'es dit, ça n'appartient qu'à moi, quoi. Parce que tu avais déjà tout gagné. Donc comment on fait quand on a tout gagné, quand on a tous les titres, et qu'on a une blessure qui demande autant, parce que j'imagine que la réhab, ça n'a pas dû être drôle. Comment on fait pour venir ? On se fixe des challenges. Et la blessure, on la voit comme un match, comme un challenge, comme une épreuve qui va nous servir à grandir, à nous améliorer, et on se pose la question avant: qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce que là, la blessure, pourquoi elle arrive, à quel moment, ça me donne l'opportunité de faire peut-être une pause dans cette carrière qui est sur les chapeaux de roue, et où j'ai jamais le temps de me ressourcer, de me reposer. Ça va me permettre de retravailler mon physique pour aller encore plus loin derrière. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. On fait un choix, ok, non, ça, j'ai pas envie d'arrêter là-dessus, je pense que je peux aller encore plus loin. Je veux m'en servir comme un challenge pour voir si je suis capable de le surpasser, et de vaincre, de gagner ce match-là, la blessure contre son corps, et on verra ce qui se passe après, et j'ai trouvé ça très positif. T'as eu quand même de la chance dans ta carrière, t'as pas été souvent blessé quand même. Non, j'ai pas été souvent blessé, et j'ai été blessé vers la fin, quand j'étais à ma première grosse blessure à 37 ans, donc j'avais aussi le questionnement à 37 ans, des si grosses blessures, j'ai plus le corps que j'avais à 20 ans, où c'est ce que dit une Nadal, machine. C'est ce que dit Nadal d'ailleurs. Il dit: je m'arrête parce que
c'est mon corps qui me dit que il est plus en état. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as ressenti ou pas? Non. Parce que là, sur les JO, on t'a vu très en forme quand même. Oui, non, sur la dernière saison, à 40 ans, j'ai fait une saison à quasiment plus de 70 matchs avec le club, des matchs hyper intenses en championnat de France, en Ligue des Champions, les championnats d'Europe avec l'équipe de France en mois de janvier, on a été champion d'Europe, où je fais une super compétition à quasiment 40 ans, et donc et terminer, même si on perd sur les Jeux en quart de finale avec cette défaite cruelle, de faire mes 6e Jeux à 40 ans avec dans l'équipe, alors que c'est une des meilleures équipes de France au monde, avec des joueurs qui avaient 10-15 ans de moins que moi, je me suis rendu compte que c'était un beau challenge que j'avais réussi, d'être toujours aussi performant et apte à aider mes équipes à cet âge-là, donc j'en tire beaucoup de fierté. Toi, c'est sûr que c'est une fierté, mais il y a aussi autre chose dans ta carrière, c'est que tu joues au plus haut niveau avec ton frère. Oui, ah oui. Ça, alors il y a l'exemple de LeBron James qui joue avec son fils, qui pour l'instant va faire du two-way contract et des allées-venues avec la G-League, donc ça veut dire qu'il a un niveau qui n'est pas encore tout à fait avéré, alors que Lucas, il est avec toi en équipe de France, vous avez, à un moment donné, on se dit, chez les Karabatic, il y a un truc génétique, c'est pas possible. Oui, il y a notre papa et notre famille qui ont été très importantes pour nous, qui nous ont donné des bases très solides au niveau de l'éducation et la transmission de valeurs. Et ton père était handballeur. Et notre papa qui était international, yougoslave, puis qui a été notre entraîneur quand on était petit, puis il a été notre prof de sport aussi à l'école. Donc il y a eu, je pense, tout ce côté de transmission et inspiration de voir le père, de vouloir le dépasser. Et on dit toujours la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, c'est sûr. Ça a été primordial, je pense, et c'est pas. Et il a joué un rôle avec ma maman. Hyper important dans notre carrière, dans notre développement, et puis de l'avoir eu à nos côtés pour pouvoir nous aider en grandissant, nous accompagner dans notre carrière de sportif de haut niveau, nous distiller des mantras, des conseils, parce que ça aussi c'est très important, et quand on est sportif de très haut niveau et jeune, c'est très dur d'aller chercher les bons conseils, de trouver les bonnes personnes, de savoir cette personne me conseille mais me veut du bien, et nous on n'avait pas cette question-là à se poser parce qu'on avait notre papa à notre côté qui savait déjà, qui nous aidait, et ça c'était hyper pertinent. Ça a été déterminant pour moi aussi dans mes choix de carrière, de pouvoir avoir quelqu'un avec qui partager et de faire les choix ensemble, de réfléchir là-dessus sur les plans de carrière, quel club aller, quand partir d'un club, où signer, où savoir là j'ai atteint un potentiel dans ce club-là, maintenant je peux. Pour progresser, il faut peut-être partir ailleurs. Donc regarder, prendre un choix, faire des choix, c'est pas facile quand on est jeune. Et donc d'avoir eu c'est pour ça que je me rends compte maintenant en ayant pris ma retraite que on pense qu'on réussit seul, mais on réussit pas seul. Encore plus dans un sport co, parce qu'on a des coéquipiers autour de nous, mais dans notre trajectoire individuelle, on réussit pas seul parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous conseillent autour de nous et qui sont primordiales. Et donc oui, on a eu ça, mon petit frère et moi. Et ça nous a aidé à rejouer au handball ensemble, parce que lui, Lucas, a eu un petit passage où il est passé un gros passage où il est passé par le tennis. Il était en Pôle France à Boulouris, pas très loin d'ici, et il était numéro 1 français. Chez les Karabatic, c'est le sport, hein. C'est-à-dire que est-ce que votre maman était sportive aussi ou pas? Ma maman n'était pas sportive de haut niveau, mais elle a toujours aimé le sport, et je pense qu'elle fait du sport aujourd'hui tous les jours. Elle regarde plus de sport que nous. C'est une passionnée. Elle regarde plus de handball que moi à la télé. Et le sport a toujours été quelque chose d'important dans notre famille. Le sport, et surtout ces valeurs qui nous ont été transmises par nos parents et qu'on a appliquées dans notre vie, dans nos vies de tous les jours aussi. Tu es un leader sur le terrain, très vite tu t'en rends compte, tu dis 10 ans je m'en rends déjà compte, donc à 18, je pense que 17, 18, tu sens quand même que le jeu de l'équipe il se repose aussi beaucoup sur toi. Est-ce que ça à un moment donné tu réalises la responsabilité aussi que ça te donne ou pas? Je sais pas si je réalise la responsabilité que ça me donne, parce que
quand on gagne, tout le monde est heureux et je suis aussi mis en avant par mes performances. Mais quand on perd, heureusement, c'est pas arrivé trop souvent. Non, mais j'étais mis aussi en avant et j'avais cette responsabilité-là. Donc je comprenais la pression dans un sport co qu'un individu peut avoir parce qu'il peut porter le résultat de l'équipe sur ses épaules et c'est pas forcément évident. Donc oui, j'ai pris conscience de ça très vite. Et j'ai pris conscience au début de ma carrière d'être un leader sur le terrain et plus par ma performance individuelle. C'était quelque chose qui était aussi très important pour moi. Je voulais très jeune aussi briller collectivement mais aussi briller individuellement, faire gagner mes équipes. C'était quelque chose qui me poussait beaucoup, vouloir être le meilleur et après petit à petit avec l'âge, avec l'expérience, j'ai appris à aussi être dans l'équipe, à transmettre, être plus moins tourné vers ma performance individuelle, plus tourné vers le collectif et à être plus vers les autres. Tu veux dire que tu es devenu plus vocal ? Parce que comment tu étais dans le vestiaire ? Est-ce que tu étais très vocal ? Est-ce que tu étais un harangueur ou pas beaucoup ? Non, j'étais plus jeune, pas un harangueur, parce que déjà je jouais avec des joueurs que j'avais eu en poster dans ma chambre, donc on crie pas, sur des joueurs que tu as admirés quand t'es petit. Tu t'adaptes, tu rentres sur la pointe des pieds, tu t'adaptes à l'équipe et tu fais ta place en étant bon sur le terrain, en montrant à l'équipe que t'es pertinent et que t'es bon, que tu peux les faire gagner. Donc ça a été pendant très longtemps mon objectif. Et une fois que j'avais atteint ça et que j'étais un leader par mes résultats individuels et par ce que je faisais à l'entraînement, par mon abnégation. Et oui, parce qu'il y a l'entraînement aussi. Il y a l'entraînement, bien sûr, l'entraînement physique, le handball, la vidéo, tout ça. Donc après, une fois que j'avais atteint ce statut-là, je pouvais, j'étais plus leader dans l'exemple, dans l'exigence que je mettais envers moi-même et que je pouvais à ce moment-là la mettre envers les autres, envers mes coéquipiers, en leur faisant bien comprendre que il y avait un prix à être en équipe de France, c'était une dévotion totale et un engagement total envers l'équipe, mais envers nous aussi. Donc un peu ce côté exigence totale envers les autres. Et t'étais sévère ou pas ? Oui, j'étais sévère. J'étais très sévère envers moi-même, mais et cette sévérité, sur le terrain en tout cas. Pas en dehors. En dehors, j'ai toujours un petit peu de recul sur ce que je faisais, mais sur le terrain, oui, j'attendais beaucoup aussi de mes coéquipiers. Et je le vois comme ça, peut-être que je le vois d'autre manière, mais j'en discuterai un jour avec eux. Mais oui, j'étais exigeant envers mes coéquipiers sur le terrain, en dehors, une fois que j'étais sorti du terrain, non. Ah oui, parce que tu parlais tout à l'heure de ces challenges qu'on se fixe, etc. Donc ça présuppose une vraie exigence envers soi-même dans sa façon de vivre, sa façon au quotidien, ce qu'on mange, comment on dort. Enfin, j'imagine. On va pas parler de tout ça parce que sinon on en aurait pour des heures. mais à quel moment tu te dis il va falloir que je réfléchisse à quel moment je m'arrête? J'ai jamais trop réfléchi à quel moment je m'arrêtais. J'ai toujours essayé de faire en fonction de mon ressenti et de mon feeling, surtout sur les dernières années. Il y a bien un moment où tu ressens. Il y a bien un moment où... Alors un moment, c'est peut-être pas un moment seul, mais il y a bien une période dans laquelle tu ressens... Il n'y a jamais été lassé, jamais eu un moment où tu t'es Bien sûr, on passe par des phases dans nos carrières. En handball, on joue 70-80 matchs par an. 80 matchs par an, c'est beaucoup. Ouais, aux alentours de 70, quand tu joues Ligue des Champions, championnat, équipe de France. J'ai raté une seule compétition en équipe de France, donc j'ai toujours été sur le pont. Donc oui, on passe par des moments où il y a des entraînements, on va à l'entraînement, on a des voyages tous les 2 fois par semaine. Il y a des moments où c'est un peu... on vit dans sa valise. C'est une vie aussi qui peut être parfois assez, je veux pas dire difficile, parce qu'il y a des vies beaucoup plus difficiles, mais où la motivation peut fluctuer. Donc, mais la motivation, on peut travailler dessus. C'est plus ce qu'on a profondément au fond de soi qui est important. Regarde, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de continuer ou pas. Donc, quand je suis arrivé vers la fin de ma carrière, vers 37-38 ans, je me suis dit, à chaque fin de saison, je fais un bilan. Est-ce que j'ai envie de... Comment je me sens physiquement ? Je me sens bien, oui. Mentalement, est-ce que j'ai envie de continuer ? Est-ce que je prends encore du plaisir sur le terrain ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire et qui m'excite dans cette saison qui arrive et qui me donne envie encore de me lever, de me dépasser, d'aller sur le terrain, de me remettre en question encore. Donc j'ai fonctionné un petit peu comme ça. Et quand je suis arrivé sur ma dernière saison, je me suis dit, là,
Ouais. Il y a les Jeux à la fin de l'année. Ouais. Ça, Paris, c'était un objectif pour toi. En fait, c'était jamais un objectif parce que je pensais jamais pouvoir faire les Jeux à 40 ans. Je voyais l'exigence que c'était. C'était tes 6e, hein? Mes 6e Jeux, ouais. Je savais l'exigence que c'était, l'exigence et l'intensité de la préparation physique, toute la saison avant les Jeux. Voilà, c'était. Je savais la difficulté, donc ça n'a jamais été un objectif, et j'ai plutôt fonctionné en faisant le bilan étape par étape. Et je suis arrivé sur cette saison, sur la dernière. Il venait d'avoir le tirage au sort de la Coupe de France, et le premier match de la saison, c'était PSG Frontignan, tour handball. Et le tour handball, c'est le club où j'ai grandi, à côté de Montpellier, où j'ai grandi, où j'ai fait mes premières classes, où ma vocation est venue. Et je me suis dit, là c'est incroyable quand même, premier match de la saison, c'est contre le tour handball à Frontignan, dans la salle où ma vocation est née. Et dernier match, c'est peut-être sur les Jeux Olympiques à Paris, devant mon public, mes amis, ma famille. Ça c'est un signe. Donc j'ai plus fonctionné comme ça. Je me suis dit, ça c'est un signe. De toute façon, après les Jeux à Paris, chez soi, comment je vais pas trouver quelque chose de plus motivant et de plus beau et de plus grandiose à faire. Donc je me suis dit, ça c'est un signe. Donc voilà, c'est le bon moment. Et puis c'est un bon chiffre terminé à 40 ans. C'est pas mal quand même. Donc j'ai fonctionné avec les signes. Moi je t'ai vu jouer avec le 13 toute ta carrière, et je me suis posé la question. Je me suis dit, il doit être superstitieux, c'est pas possible. Tu l'es ou pas alors? Je pense qu'on l'est tous un petit peu d'une certaine manière. Tous les sportifs. On essaye de sortir aussi nos superstitions, parce qu'elles peuvent être les rituels, assez enfermantes. La chaussette droite avant la chaussette gauche. Non, j'avais pas les rituels, parce que justement je me forçais à sortir des rituels, parce que les rituels, malgré tout, on tombe dedans quand on joue tous les 3 jours, parce qu'on répète des échauffements qui sont toujours la même chose. On essaye, moi j'essayais d'apporter des petites routines pour pas tomber dans des rituels, parce que ça t'enferme psychologiquement là-dedans. Mais j'avais plus des petites superstitions sur les nombres. Moi, quand je vois 22h22 sur ma montre, je fais un vœu à chaque fois. Je suis né le 11. C'est 11h11. Ouais, moi je suis né le 11 avril. Donc ça a commencé avec le 11h11, mais le 11h11, je sais pas pourquoi je le vois moins. Mais moi, le chiffre 11 a toujours été pris dans les équipes dans lesquelles je jouais. Donc je suis allé sur le 22 dans le club. Puis je suis parti à Barcelone, le 22 était pris, j'ai pris le 33. Je suis revenu à Paris, j'ai pris le 44. Voilà, il y avait toujours les chiffres miroirs. Et en équipe de France, je suis arrivé à 18 ans, donc on m'a pas dit tiens, tu veux quel numéro. Je suis arrivé sur la pointe des pieds, on m'a dit tiens, prends le 13. On m'a dit le 13 c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un challenge de plus, réussir avec le 13. En tout cas, regarde, c'est une singularité, parce que j'ai essayé de regarder un peu s'il y avait d'autres joueurs qui jouaient avec le 13. J'ai pas vu beaucoup de joueurs internationalement reconnus avec ce chiffre-là. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, ok, alors tu as répondu à ma question, tu l'as pas choisi. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, finalement, ça va être mon identité? Ouais, je me suis, quand on m'a donné ce numéro, j'ai eu ce petit questionnement. En même temps, j'avais 18 ans, donc comme je te l'ai dit, j'avais pas le droit de citer, je choisis mon numéro pas, j'étais déjà hyper fier d'en avoir un, mais je me suis dit, le 13, c'est cool, parce que c'est... d'habitude, on l'associe plutôt à de la malchance, et j'ai peut-être ce petit challenge de l'associer au contraire à de la chance, et de voir plutôt le côté chance du 13 que malchance, et donc j'ai tout de suite bien aimé ce numéro et eu un petit rapport avec, et il m'a porté très loin. Bon, là tu dis 40 ans c'est le bon moment pour m'arrêter. Tu fais un truc que... Alors Nadal vient de le faire, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est d'annoncer en avance que tu t'arrêtes. Nadal l'a fait, il a dit voilà, moi il me reste la Coupe Davis et après je m'arrête, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelques semaines. Toi tu l'as fait au début de la saison pour la fin de la saison. Comment ça se passe quand on a annoncé qu'on s'arrêtait et qu'on continue de jouer? Alors, il y a le ressenti personnel, mais qu'est-ce que ça provoque chez les gens dans les stades? C'était génial de l'annoncer en avance, et je le referai 1000 fois. C'est vrai. Parce que quand tu l'annonces, déjà ça te force à t'arrêter après. Donc, tu t'es dit je peux changer d'avis? Non. C'était une décision.
était mûrie. Il y avait les signes, comme je t'ai dit tout à l'heure, autour. Non, j'étais en paix avec cette décision et ça m'a permis, moi, personnellement, déjà, de savourer cette dernière saison et puissance 1000. Tu l'as vécu encore différemment. De la vivre encore plus intensément parce que je savais que chaque moment, déjà, à tout instant, pouvait être le dernier, une blessure ou n'importe quelle autre raison. Mais là, voilà, il y avait une date de fin, donc ça a renforcé encore plus les émotions, la communion avec le public dans les salles où j'allais. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais jouer dans cette salle, dernière fois que je voyais jouer contre ce coéquipier, ces joueurs-là. Et donc, ça a vraiment renforcé les émotions, les sensations. Donc, même pas pour les autres, pour moi, ça a été hyper puissant. Et puis, ça m'a permis, j'ai reçu plein de marques d'amour, d'affection des publics adverses, des joueurs adverses. Donc, ça a été ça a été génial à vivre, beaucoup d'émotions très fortes. Et je suis tellement heureux de l'avoir annoncé en avance parce que ça m'a permis de vivre toutes ces émotions-là encore plus fort. Le recul qu'il faut pour prendre cette décision et la porter pendant toute une saison. Est-ce que c'est quoi qui t'a soutenu le plus ? Est-ce que c'est ton entourage ? Est-ce que c'est ce que tu avais accompli ? Je l'ai vécu en regardant les images. Je te trouvais assez serein, en fait. Est-ce que cette sérénité, elle venait de la décision ou... Ouais, je pense que c'était un tout. Parce que Nadal, il pleure beaucoup dans sa vidéo quand il annonce qu'il s'arrête. Et Federer, il a beaucoup pleuré aussi. Est-ce que tu as eu ça aussi ? Moi, j'ai plus pleuré à la fin quand je me suis adressé à mes coéquipiers, par exemple le dernier match après les Jeux, au dernier repas qu'on a eu ensemble avec mes coéquipiers du PSG et les salariés du club. Là, j'ai pleuré. C'était énormément d'émotions, mais c'était beau à vivre. J'avais pas honte de pleurer. Je pense que ça aussi, en vieillissant, je me suis rendu compte que mes émotions, j'avais plus à les maintenir, à les contenir, mais j'ai appris que gérer ces émotions, c'était pas plus les faire taire, c'était les laisser sortir et ne pas les laisser dicter mon comportement par mes émotions, mais de les voir, de les ressentir. Et c'était beau parce que j'ai ressenti énormément d'amour sur ces moments-là. Donc c'était génial. C'était des moments que je garderai à vie. Et comme je le disais, tellement heureux d'avoir pris cette décision et de l'avoir vécu de cette manière. Il y a peut-être des moments dans ta carrière, alors on a parlé de la blessure et du questionnement à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a un ou deux moments repères comme ça dans ces 20 ans ? Je sais qu'en 20 ans, demander un moment ou deux, c'est beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un ou deux moments où tu te dis, ça c'était vraiment particulier ? Ouais, il y a eu beaucoup de moments très particuliers dans ma carrière, un ou deux moments qui ont été déterminants. Il y a eu tellement de matchs qui ont été déterminants, mais après, dans ma vie d'homme et d'athlète, avec la disparition de mon papa, qui était mon guide, mon mentor, ça a été quelque chose d'assez puissant, de vivre ces émotions-là et cette perte, et d'être forcé, quelque part à être maître de mon destin, à plus avoir mon père à mes côtés pour me guider, pour me pousser, même si j'avais ma maman et mon frère, mais c'était différent, et donc de me forcer encore à grandir, à aller de l'avant, et puis en fin de carrière, cette blessure des ligaments croisés avant les Jeux de Tokyo, qui m'a fait beaucoup relativiser, où jusque-là je m'étais jamais blessé, donc j'avais un peu cet orgueil de champion, dire je suis invulnérable, une machine, et là de subir ça avec en plus une thrombose et une double embolie pulmonaire, où ça m'a forcé à me questionner, à passer aussi pas loin de la mort, et à me dire là c'est plus qu'une blessure, donc c'est différent, donc d'avoir un œil un peu différent sur ce que je faisais, sur ma pratique, sur la chance que j'avais, donc ça a été des événements dans une vie qui m'ont forcé à réfléchir, à prendre un petit peu de recul aussi sur moi et à continuer à regarder de l'avant dans la vie. Tu te sens chanceux quand même ? Je me sens très chanceux, Je pense que la question est triviale, mais quand je te dis tu te sens chanceux, c'est que je me rends compte que tu me dis que le moment où cette fragilité elle s'est présentée devant toi, c'est peut-être là où tu l'as réalisé, cette chance, non ? Ou pas ? La chance, non, je l'ai réalisé, non, parce qu'à ces moments-là, on se sent pas chanceux.
À ces moments-là, on se dit non, il y a une plus grande peur qui se matérialise, donc on se sent pas chanceux, au contraire, on se sent malchanceux. Et non, je me sens chanceux aujourd'hui quand je termine ma carrière et quand je jette un œil sur tout ce que j'ai accompli, de me rendre compte que je l'ai pas accompli tout seul et que j'ai eu cette fierté pendant ma carrière et cette croyance que j'y arrivais tout seul par mon travail et que c'était mérité. Et bien évidemment, il y a une part de vérité là-dedans. Mais sinon, il y aurait que des Nicolas Karabatic partout. Hein. Oui, c'est vrai. Mais aussi, quand on atteint les sommets, on se rend compte de l'importance de... Moi, je fais un sport co, donc déjà de tous mes coéquipiers, de mes entraîneurs qui ont eu un impact sur moi, mais aussi plus loin, quand je regarde plus loin, mon enfance, j'aurais pu naître ailleurs, j'aurais pu ne pas avoir mes parents à mes côtés qui me guident. En France, hein, tu n'es pas né en France, vous arrivez en France. Oui. J'imagine que c'est une culture serbe. Enfin, aujourd'hui, on dit Serbie, à l'époque, c'était la Yougoslavie. Donc, en plus, ta famille, vous avez vécu ça. Hein, vous avez ce changement-là, qui est quand même un changement majeur dans la culture de... Est-ce que, quand tu t'installes en France, que tu grandis, tu te sens français? Oui, moi, je dis ça à quelqu'un qui a porté 360 fois le maillot de l'équipe de France. Donc, mais... Parlons avant, est-ce que tu te sens français? Oui, je me sens totalement français et c'est vrai que c'est paradoxal, je suis né à l'étranger, dans un pays qui n'existe plus, papa croate, maman serbe, je suis venu à 4 ans en France, j'ai été naturalisé français à 8 ou 9 ans, mais je me sens français et je suis fier d'être français. Le maillot qui m'a fait rêver quand j'étais petit, c'était le maillot bleu des Barjo que Jackson portait, même si j'ai toujours été très fier et j'ai toujours soutenu la Yougoslavie et les pays des Balkans et que je les regarde avec un œil tendre et que je sens qu'il y a quelque chose au fond de moi qui s'apparente à eux. Mais tu parles la langue ou pas? Oui, je parle le serbo-croate, j'essaie de l'apprendre à mes enfants. C'est quelque chose de très important pour moi aussi, qu'ils comprennent qu'ils aient cette double culture et aussi un peu de sortir de ces clivages nationaux, parce que bien sûr je me sens français, mais je me sens aussi européen et citoyen du monde et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'ultranationalisme, donc j'essaie de tu as vécu à Barcelone, donc tu sais ce que c'est. J'ai vécu à Barcelone, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vu la guerre dans les Balkans et on voit aussi aujourd'hui notre monde qui est en guerre, donc voilà, je suis fier d'être français, mais aussi je suis très fier d'être né dans un pays étranger, d'avoir cette ouverture, cette double culture, maintenant presque quadruple culture, en ayant vécu en Espagne, vécu en Allemagne, en ayant des amis du monde entier, donc c'est très important pour moi cette ouverture d'esprit. La maman de tes enfants, elle est française? La maman de mes enfants est française et est alsacienne. Ah ouais, ça fait un gros mélange là. Hein. Ça fait un beau mélange, mais ce qui est très marrant, c'est qu'elle est née la même année que mon frère, et dans le même, parce que mon frère est né à Strasbourg et dans le même hôpital. Ça va? Ouais, alors à côté toi, de qu'est-ce qu'on Strasbourg. signe quand même tu multiplies les signes. Ouais, là je me rends compte qu'il y a beaucoup de signes, qu'il y a beaucoup de parallèles dans une vie et qu'il y a peut-être un destin quelque part. C'était un peu ma question. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que... Parce que quand on met tout bout à bout, ton père handballeur, ce miracle de Frontignan, enfin en tout cas miracle, ce club qui tu tombes dans une région où le hand c'est pas franchement la tradition, mais il y a quand même un club super dynamique, enfin bon, il y a des choses qui s'enclenchent. Est-ce que c'était pas un peu tout tracé pour toi? Est-ce que tu aurais pu faire un autre sport? C'est ça ma question. Alors... je pense que j'aurais fait le sport que mon père faisait. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y a un destin, je pense qu'il y a des chemins dans la vie. On dit que ça se transmet dans les gènes. Ouais. Je sais pas si c'est dans les gènes, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent dans les gènes et beaucoup plus loin et même avant les gènes. Mais je pense on a tous des chemins, des lignes de vie devant soi et soit on les emprunte, soit on les emprunte pas, on fait des choix. Et moi, j'ai eu la bénédiction d'avoir un patrimoine génétique, un physique et d'avoir mes parents à disponibilité, mon frère à côté de moi pour m'aider dans ma voie, dans ma carrière que j'ai choisie et après on les choisit et c'est ça pour moi le
vrai talent, c'est de se donner les moyens de réussir. Et je me suis donné les moyens de réussir très tôt, enfant. Et derrière, j'ai été accompagné par tout un tas de personnes, dont mes parents et mon frère. Mais je crois que voilà, le destin, ce sont des voies qu'on choisit d'emprunter ou pas. Et moi, j'ai choisi d'emprunter une voie et d'aller au maximum, d'explorer le maximum de mon talent et d'aller le plus loin possible. Parce que je pense que mes parents auraient été fiers avec un seul titre de champion du monde, et moi ça me suffisait pas. Et donc voilà, donc je suis très fier d'avoir été au bout de mon potentiel. Tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le hand est sorti un peu de sa confidentialité. Est-ce que aujourd'hui que tu as arrêté, est-ce que tu penses te tourner, je sais pas, vers l'entraînement, l'éducation, enfin quelque chose qui fasse que tu vas transmettre ça ou pas? Vers l'entraînement, non, mais vers la transmission. Tu veux pas devenir entraîneur? Pas tout de suite, non. Là, tout de suite, non, ça m'appelle pas. Parce qu'il y a quand même de tes anciens coéquipiers qui sont devenus entraîneurs. Oui, il y en a beaucoup. Donc, non, là, ça m'appelle pas du tout pour l'instant. Peut-être dans un autre moment de ma vie. Mais là, ce qui m'appelle beaucoup, c'est la transmission, c'est de transmettre aux enfants, mais pas qu'aux enfants. Je me suis rendu compte qu'il y avait que le sport avait beaucoup de résonance aussi chez les adultes, dans le monde de l'entreprise aussi, que le fait de ne pas vouloir être entraîneur, je me suis posé la question, comment tout ce que j'ai appris pendant ma carrière, je peux le transmettre de manière saine et avec du sens, et pas que de le transmettre à des jeunes sportifs, et peut-être pas qu'au niveau du handball, mais aussi j'ai commencé à faire quelques interventions en entreprise, à conseiller des fondateurs et cofondateurs de start-up, et de comprendre que le sport et l'entreprise avaient des vrais parallèles, et que c'était pas juste un peu en surface et de l'inspiration, mais qu'il y avait des vrais challenges très pertinents qu'on rencontrait dans les deux domaines. Et ça j'ai trouvé ça assez cool d'avoir des retours positifs là-dessus, et de me rendre compte de ce pouvoir-là qu'on a d'inspirer, de transmettre les problématiques qu'on a eues d'équipe, de gestion humaine, de leadership, de management, mais aussi de ces problématiques mentales dont on parlait tout à l'heure, d'être exposé à un stress quasi permanent, à cette obligation d'être le meilleur tout le temps, que beaucoup de chefs d'entreprise rencontrent, et de pouvoir pousser notre mental et notre corps à être le plus performant le plus longtemps possible, parce qu'on a une équipe qui dépend de soi, on a de la réussite qui dépend de soi. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie pertinence là-dessus, et je trouve ça très intéressant. Parce que l'importance c'est du témoignage en fait, c'est est-ce que c'est pas le plus difficile de retranscrire ce que tu as vécu et de l'exprimer, et de le transformer avec des mots, de dire moi j'ai fait ça, mais voilà comment je l'ai fait, quoi. Est-ce que c'est pas le plus dur? Ouais, c'est un challenge très passionnant mais très difficile. Et au final, pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile d'être entraîneur, parce que c'est un domaine que je maîtrise de A à Z, la tactique, les coéquipiers, la motivation. J'ai beaucoup de choses à apprendre là-dessus, bien évidemment, mais c'est un domaine plus confortable pour moi que de sortir de là, de se dire, en fait, j'ai peut-être une pertinence dans un autre monde, toujours un peu relié, en allant chercher, épuiser. Non, mais quand on sort de sa zone de confort, on a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, et de se dire, est-ce que je suis pertinent dans quelque chose d'autre, et donc ça c'est intéressant, parce que ça te pousse à sortir de sa zone de confort, te pousse à encore t'améliorer, à chercher à progresser, à changer, à comprendre certaines choses sur ta vie. Donc je trouve ça passionnant, et aujourd'hui le syndrome de l'imposteur, je l'ai plus dans ce monde-là. Je gagne beaucoup en confiance, et ce qui est aussi difficile, je trouve, c'est d'essayer de le faire en étant authentique, en le faisant, en posant un regard sur ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, sans vouloir plaire aux autres, en se disant je viens témoigner de moi, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, de comment peut-être ça peut trouver de la résonance et du lien avec ce que toi tu as vécu, et pas de me dire, pas de me mettre la pression en disant il attend quelque chose de moi, je vais essayer de coller à ses attentes, je vais voir qu'est-ce qui est pertinent, comment je peux m'en servir pour aller plus loin. Non, c'est d'avoir ce regard. J'ai vécu ça, voilà mes leçons, peut-être qu'elles peuvent te toucher, et si ça touche un peu, ça te pousse à changer, à adapter quelque chose dans ta vie, c'est génial. Si ça c'est pas le cas, c'est pas grave, ça va pas m'impacter, et je vais pas être triste ou ce soir me dire ah merde, j'ai pas réussi. Non, d'avoir ça me donne aussi beaucoup de confiance dans ma vie d'après, donc je trouve ça cool. Mais parce que je t'écoute et je me dis, il a pas du tout la grosse tête, donc ça veut dire, pardon,
je sais, tu me regardes là, tu me dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que ça a changé quelque chose maintenant que tu n'es plus sur les parquets? Tu peux te promener dans la rue, tu peux faire des choses sans que la pression des gens a changé ou... J'ai la chance de venir d'un sport de préau, donc de pouvoir quand même me promener dans la rue, même si je suis reconnu et que je fais des photos. Tu dois toujours... difficilement passer inaperçu quand même. Oui, comme je suis grand aussi, donc on me voit d'un peu loin, mais je veux dire, j'ai pas la vie d'un footballeur qui peut pas sortir de chez lui, qui doit vivre un reclus qui peut pas aller sortir acheter une baguette. Moi je peux, même si le commerçant va me reconnaître et on va discuter un petit peu, mais c'est toujours bienveillant et je peux avoir une vie normale, donc ça c'est très précieux pour moi. Et ça me pousse aussi, bien sûr, tu parlais de grosses têtes, voilà, j'ai commencé dans l'anonymat, donc aujourd'hui je sais... L'anonymat il a pas duré longtemps, Nicolas. Non, il a pas duré longtemps, mais voilà, je sais d'où mon sport est parti, d'où je suis parti, et j'ai conscience aujourd'hui que c'est quelque part une chance d'avoir cette notoriété et que les gens me reconnaissent et m'écoutent et veuillent échanger avec moi, donc je vois plutôt comme une chance et donc ça me pèse pas du tout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Parce que là il y a une page immense qui s'ouvre pour Nicolas Karabatic, c'est avoir à 40 ans déjà eu une vie. Ouais, c'est une chance incroyable d'avoir déjà eu une vie, de plonger dans une nouvelle vie. Et c'est très excitant. Est-ce que ton fils il fait du hand? Ouais, mon fils fait du hand, mais je l'ai poussé à faire d'autres sports aussi parce qu'il aime le sport, donc il fait du hand, du basket et du tennis. Et ma fille fait de la gym, du hand et de la danse. Ils sont grands déjà? Ils ont 6 ans et 8 ans. Et mon fils est grand, oui. Mon fils est plutôt grand. Voilà. Donc non. Est-ce que tu sens qu'il est doué ou pas? Parce que je sens qu'il est doué. On n'en a pas parlé depuis le début, mais tu l'as dit à un moment donné. Tu étais doué. Oui. Il y a bien un moment donné où ton père t'a dit, toi, t'as un truc. Oui, bien sûr. J'étais doué et c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dessus, je pense qu'on ne maîtrise pas, qui est pas de l'acquis, qui est de l'inné. Et donc oui, j'étais doué et j'étais plus fort que les jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui avaient le même âge que moi. C'est Zidane, à un moment donné, c'est des gens, c'est Rafael Nadal, c'est Roger Federer. Tu touches. Il y a un moment donné, ça touche quelque chose de différent. Oui, bien sûr. Mais là, on parle d'exception. Et c'est pas parce que... Et là, je vois toute la difficulté. C'est peut-être que mon fils ne sera pas aussi doué que moi. Il est doué, mais peut-être qu'il sera doué, qui fera une carrière professionnelle sans atteindre les sommets que j'atteins. Mais ce qui est le plus important, c'est d'aller au bout de son potentiel et de pas s'auto-juger parce qu'on n'a pas réussi telle ou telle chose. Donc je vois la difficulté que c'est et que ce sera peut-être pour lui s'il s'engage dans le sport et c'est ce dont je me suis rendu compte. Moi j'ai eu la chance, et peut-être pas que la chance, il y a beaucoup de travail derrière, de dépasser tous mes rêves, mais c'est pas parce que j'ai dépassé tous mes rêves que je suis une meilleure personne que quelqu'un qui est allé au bout de son potentiel, qui était peut-être moins haut dans un autre domaine, et que le plus important c'est d'aller au bout de son potentiel, de trouver un domaine qui nous passionne, qui nous fait rêver et de se mettre à fond là-dedans. Le résultat, je me suis aussi rendu compte que ça, il y a tellement de paramètres qui influent le résultat et qu'on n'a pas entre nos mains, qu'il faut pas s'attarder là-dessus. Le plus important c'est ça, c'est d'aller au bout de son potentiel, de trouver une passion, quelque chose qui nous anime, et c'est ce que je veux pour mes enfants et c'est ce que je dis à tous les enfants que je croise. Si un jour vous faites comme moi, génial, je serai le plus heureux au monde, mais le plus important c'est aller au bout de votre potentiel. Ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, même si c'est peut-être inconscient, mais trouvez quelque chose qui vous anime et levez-vous, enlevez-vous des écrans et allez faire quelque chose. Merci Nicolas. Avec plaisir. Merci.